Bonjour, bonjour. Je suis Frédéric Druard, dessinateur de bande dessinée, illustrateur et je donne également cours aux Beaux-Arts de Tournai. Et donc voilà. Je vais essayer de me prêter à l'exercice. Ça n'a pas été simple parce que faire une sélection de livres, c'est toujours un peu compliqué quand on en a quelques-uns. Voilà. Donc j'ai fait une sélection de livres. C'est pas vraiment de livres en fait, c'est plus d'auteurs. Parce que la plupart, ce sont des auteurs que j'aime bien. C'est pas spécifiquement le livre en question que j'ai ramené. Parce qu'il y en a certains que j'ai paumés, il y en a d'autres que j'ai plus, il y en a que j'ai loué, tout ça. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour présenter des auteurs qui, pour moi, ont été clés dans mon parcours. Que ce soit des auteurs romanciers, il y a un essayiste ou en bande dessinée. Voilà. Je vais commencer avec Frédéric Brown. Pourquoi Frédéric Brown? C'est parce que plus jeune, la lecture et moi, ça faisait un peu deux, quoi. Les classiques qu'on me donnait à lire en secondaire ne me fascinaient pas et la lecture en général me faisait royalement chier même. Jusqu'au jour où j'ai croisé un prof de français qui, au milieu des listes de classiques habituels, les Balzac et consorts, il nous a glissé du Richard Matheson, du Frédéric Brown et plein de classiques comme ça de fantastique ou de SF. Et donc j'ai été pioché là-dedans en me disant tiens peut-être qu'en fait je vais réussir à faire un devoir avec un truc que j'aurais lu. Et eux m'ont donné vraiment envie de lire. D'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, la lecture, c'est bien. Et donc voilà, ça a été ma première entrée vraiment dans la littérature avec eux. Il y a eu Frédéric Brown, il y a eu Richard Matheson, Robert Bloch, un peu tous les classiques. C'est également des auteurs qui ont été pas mal scénaristes sur la série La quatrième dimension, par exemple. Souvent adaptés au cinéma aussi. Je pense que c'est avec ces auteurs-là aussi que j'ai découvert un peu l'aspect scénaristique par rapport à la BD qui viendra un petit peu après. Le fait de lire une histoire, j'ai jamais vraiment eu le recul sur une lecture en me disant lui il écrit bien, lui il écrit pas bien, tout ça c'est pas trop mon truc. Par contre si on réussit à me prendre dans une histoire, je suis parti pendant un bout de temps avec l'écrivain. Et donc voilà. Tout ce pan-là de la littérature, vraiment classique, fantastique, SF. Et aussi, c'est des gens qui ont eu pas mal d'histoires courtes, un peu les premiers à avoir fait des histoires à chute. Toutes les histoires à chute qui sont aussi inhérentes à la BD, dans tout ce qui a été magazine et ainsi de suite, dans les années 60, 70, 80. À mon sens, c'était un peu la base scénaristique pour commencer à faire des histoires courtes en BD. Donc voilà, c'est tout ce pan-là. Donc je vais passer au suivant. Vous me dites si vous avez des questions ou quoi. Et si je répète les questions, c'est parce qu'on me l'a demandé pour le micro. Donc voilà, lui, ça a été vraiment quelqu'un de très très important. Après, je vais attaquer avec... je vais prendre Broussolo. Broussolo, ici c'est plutôt un récit. Alors Broussolo, oui, c'est un auteur français qui écrit énormément de SF, énormément de trucs fantastiques. Enfin des trucs fantastiques ou SF, je sais pas trop tellement c'est des univers complètement délirants. Il peut vous raconter un personnage qui part en mer sur une mer de nains. Et donc quand les nains sont agités, il y a des tempêtes de mer, des tempêtes dans la mer. Enfin tous les trucs comme ça, c'est vraiment bourré d'inventions et d'idées. C'est non-stop, c'est vraiment hallucinant. En plus, la qualité d'invention est toujours liée à une véritable histoire. C'est vraiment pas mis pour rien. Le nombre de bouquins qu'il a écrits aussi, c'est incroyable. On se demande comment il peut avoir autant d'idées sur un bouquin et avoir une production aussi énorme. C'est hallucinant parce qu'en fait, en plus, il a 3 ou 4 pseudos différents. Donc, il a une somme de bouquins vraiment incroyable. Bunker, c'est un peu les bouquins qu'il avait fait dans cette série thriller, je sais plus chez qui. Il y en a eu quelques-uns qui sont publiés. Eux, ne sont pas tellement fantastiques. C'est plus de la série noire. De l'aventure, thriller, série noire, trucs comme ça, qui sont vraiment bien aussi. Pourquoi lui? C'est parce que j'ai eu l'occasion d'adapter un de ses bouquins
Et j'ai eu le malheur de le rencontrer parce que vraiment on s'est pas entendu. C'est comme quand voilà, faut pas rencontrer les gens qu'on aime bien, dont on aime bien le travail. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un, je trouve, qui a un talent incroyable. En BD, bah, il y a quand même pas mal d'auteurs aussi qui aiment lire du Bruce Solo parce qu'effectivement il y a un univers un peu barré, un peu décalé. Qui est, je sais que Philippe Forster, par exemple, c'est un grand fan aussi de Bruce Solo. C'est vraiment, vraiment un auteur que je vous invite vraiment à lire. Je pense que j'ai jamais connu quelqu'un qui a pris un Bruce Solo et qui s'est emmerdé, quoi. C'est tellement délirant et ça part tellement dans tous les sens que ça peut être que du plaisir, quoi. Ou alors, faut vraiment, vraiment être un rabat-joie. Il y en a, hein, on peut. Bah après, je ne pourrais dire que des méchancetés. Donc, pourquoi? Parce que c'est un con. Donc ça n'a pas grand intérêt que je dise ça, parce que bon, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, quoi. Mais voilà, bah disons que je trouvais qu'il avait un peu trop conscience de son talent. Ensuite, je peux vous parler de Michael Ginsberg. Le premier bouquin qui avait été publié de lui en français, c'est Envoie-moi au ciel, Scotty. C'est un écrivain qui a été, comment on dit, cracoïnomane. Enfin, il fumait du crack, beaucoup. Et il s'en est sorti et il a fait un bouquin sur son aventure là-dedans. Donc Envoie-moi au ciel, Scotty. Mais par contre, c'est pas du tout. Enfin, il y a tout un aspect glauque dans le roman, mais il le traite avec une dérision qui est vraiment géniale, quoi. Il y a énormément d'humour noir. Il se moque vraiment de ce qu'il a vécu aussi, en poussant vraiment à l'extrême. Bon, c'est pas une biographie, hein, donc c'est vraiment une biographie hyper romancée et tout ça, parce que il tue des gens et tout là-dedans. Je pense pas qu'il l'ait réellement fait. Mais il y a vraiment un côté autodérision avec un univers qui est impitoyable, qui est dégueulasse, avec que des gens qui sont vraiment dans la mouise et tout. Mais il a un humour, je trouve, qui est vraiment imparable. Ce que je retiens, quand j'ai lu Envoie-moi au ciel, Scotty, ça fait partie des bouquins. J'ai pas pris celui-là, là j'ai pris Gangster en rouge. Mais c'est toujours un bouquin que je rêve d'adapter en BD un jour. Envoie-moi au ciel, Scotty, je rêverais vraiment de le faire parce que c'est vraiment, il y a des scènes extraordinaires. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu dans le film Fight Club, toutes les scènes où il va dans les réunions pour pleurer sur les épaules des gens et tout, vous avez le même genre de scène dans ce bouquin-là. Et donc lui, dans le livre, il se met à tuer des gens et ainsi de suite, mais c'est tellement ridicule et tellement fou les idées qui lui viennent que, enfin voilà, c'est une véritable aventure. Il réussit vraiment à partir d'un aspect hyper glauque, hyper malsain, et d'en tirer vraiment un côté vraiment marrant, quoi. Si on s'arrête pas uniquement à la senteur des crack house et ainsi de suite. Et alors celui-ci, Gangster en rouge, qui est vachement bien aussi. En plus, c'est illustré avec Stéphane Blanquet en couverture, donc ça ne peut qu'être bien. Qui est vraiment très très chouette aussi. C'est toujours du noir, hein, c'est toujours la série noire, du roman noir. Celui-ci est beaucoup moins drôle, pour le coup. L'humour noir, il faut vraiment le chercher. Mais c'est super bien aussi. C'est un gamin dans situation d'orphelinat, ainsi de suite, qui se met également aussi à tuer, qui s'habille avec une robe de femme en rouge. Je vous donne juste des éléments comme ça, je vous raconte pas l'histoire parce que c'est. Mais encore une fois, voilà, c'est un écrivain, moi, qui me plaît beaucoup parce que j'y retrouve le côté scénaristique que moi je recherche quand je lis. Voilà, c'est principalement, de manière générale, quand je lis des romans, c'est vraiment l'histoire et le scénario qui va m'animer, quoi. Je suis pas un spécialiste de la littérature. Je ne peux pas dire si lui il écrit bien ou pas, mais je sais si l'histoire me plaît. Donc voilà. Après, vous avez Edward Bunker. Bon, alors oui, j'ai pris des bouquins qui sont pour moi fondateurs dans mon envie de lire ou qui ont fondé un peu aussi en parallèle mon boulot de dessinateur. Donc c'est vraiment, moi, ma première famille en littérature, c'est le polar, c'est la série noire. Là, j'ai pris principalement, je crois, des Américains, enfin des Anglo-Saxons, mais il y a plein d'écrivains français de polar que j'aime beaucoup, Jean-Bernard Pouilly, Daninx, tous ces gens-là, c'est vraiment des gens très très. En plus, pour le coup, là, c'est des gens super sympas. Mais
Oui, en France, il y en a plein aussi, quoi, qui sont vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Tout le polar français, depuis 15-20 ans, il y a vraiment un panel incroyable. Il y a, je veux dire, Olivier Meaux, bon, c'est pas parce que c'est mon scénariste, mais c'est parce qu'il écrit quand même des trucs bien en dehors de la BD. Pouilly, Daninx, mon fils, enfin voilà, c'est plein d'écrivains, je trouve, qui sont vraiment, vraiment super. Et donc là, Edward Bunker, ben, c'est encore aussi une série noire. Vous l'avez peut-être entreaperçu parce qu'il a un tout petit rôle dans Reservoir Dogs. C'est un des personnages. Alors je sais plus si c'est monsieur, je sais plus quelle couleur il porte comme nom, mais c'est le plus vieux. On le voit très peu dans le film. C'est le plus vieux. Il est un peu grisonnant comme ça. Et en fait, lui, il a eu une vie je veux dire, de gangster. Il a jamais tué personne, mais il a fait pas mal de braquages et des choses comme ça. Il est resté une vingtaine d'années, je crois, en prison. Et c'est là où il s'est mis à écrire. Et là, je crois que là, c'est la bête contre les murs. Il y a la bête au ventre et il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom. Qui a été adapté en film par Buscemi. Vous voyez Buscemi? Je ne sais plus comment il s'appelle son film, mais enfin il y en a un qui a été adapté en tout cas de lui. Et en fait, c'est vraiment aussi encore une sorte de biographie fiction. Il y a quand même pas mal d'éléments biographiques et il explique vraiment. En fait, on comprend pourquoi ce gars-là il ne pouvait finir qu'en prison. Et pas du tout parce que c'est un sale type, pas du tout parce que c'est un mauvais gars. C'est parce que naturellement, il fait une sorte de psychanalyse un peu dans ses bouquins, quoi. Lui-même, il cherche un peu pourquoi, et comment il en arrivait là. Et en fait, depuis le temps qu'il est petit, il refuse l'autorité. Il a un problème avec l'autorité, n'importe qui lui demande un truc sympa, il va le faire. Le mec vient avec un ton machin, il le fera pas et ça va partir en cacahuète, quoi. Et en fait, c'est un peu ce qui lui arrivait constamment. Et parce qu'il a fait des petits braquages et des trucs vraiment anodins, mais en fait en prison, dès que les mecs venaient, les matons ou quoi, venaient lui parler avec un ton dédaigneux ou quoi, il leur tenait tête et du coup sa peine était rallongée parce qu'il ne se laissait pas faire, quoi. Donc c'est super intéressant, je trouve, parce que voilà, il y a une vraie réflexion, je trouve, sur le fait de dire comment un type bien, sympa et tout ça peut, par nature en fait, par sa nature. Parce quand il est très jeune, il a fait des conneries, parce que parfois plus jeune, on n'a pas le recul nécessaire. Comment on peut se retrouver dans un rouage et dans une dérive de vie qui n'était pas nécessairement la sienne au départ. Je pense qu'il était plutôt fait pour être écrivain. Mais est-ce qu'il aurait été écrivain s'il n'avait pas eu ce parcours-là? Ça, c'est toujours la question. Voilà. Mais ça, vraiment super aussi. Je ne peux que le conseiller. De toute façon, j'ai ramené que des trucs super. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hubert Shelby. J'ai ramené ici, ça c'est un recueil de nouvelles qui est très chouette aussi. Il y a vraiment des nouvelles qui sont de l'ordre de la poésie, je trouve. Il y en a d'autres qui sont encore une fois plus sombres et plus noires. C'est pas vraiment non plus pour ce bouquin-là, c'est plus pour Last Exit in Brooklyn, qui, je crois qu'il y a eu une adaptation en film un jour. Je n'ai jamais vu. Le film, le bouquin est tellement bien que j'ai pas envie de voir le film. Et c'est pas. En même temps, oui, vous devez peut-être le connaître parce que c'est lui qui a écrit le scénario de Requiem for a Dream. Voilà, c'est tiré d'Hubert Shelby. Voilà, moi, Last Exit in Brooklyn, pour moi, c'est un des bouquins piliers et phares dans ce que j'aime et qui m'a beaucoup influencé. C'est encore une fois, je suis désolé, mais c'est encore une fois des gens qui dérivent dans du grand n'importe quoi. C'est pas du tout, c'est pas tellement marrant, c'est assez sombre, assez noir. Mais je trouve encore une fois qu'il y a des réflexions, il y a des personnages, il y a une vraie psychologie de personnages, il y a une véritable ambiance, il y a des situations qui sont en relation avec la psychologie et avec les scènes qui se déroulent, qui sont tellement fortes et tellement bien pensées, tellement bien construites que voilà, c'est un bouquin que j'adore lire et relire. Je l'avais dit, je vais rapidement sur les bouquins. Mais après, je peux être plus long s'il faut. Là, c'est un bouquin différent. Là, c'est un bouquin d'histoire. Jean Métron, qui a écrit quasiment, à ma connaissance, je ne vais pas dire exclusivement parce que je pourrais me planter, mais beaucoup sur l'anarchisme.
Là, c'est Ravachol et les anarchistes et toute sa bande d'anarchistes au début et fin du siècle dernier, début du siècle dernier. Et ce qui est super intéressant, je trouve, dans ce bouquin, c'est que il relate, donc il a été cherché dans les archives, il relate tous les anarchistes qui ont été condamnés à l'époque, qui sont passés en jugement, qui pour 80% en fait n'avaient rien fait. Mais il fallait prendre des anarchistes pour couper le mouvement et on a pris des anarchistes au hasard pour dire maintenant, comme on n'arrivait pas à trouver ceux qu'on cherchait, on en a pris au hasard et on les a foutus un peu en tôle, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont tous voulu se défendre eux-mêmes. Et dedans, il y a leurs témoignages et il y a ce qu'ils ont dit lors de leur procès. Et en fait, quand on lit ça, moi je trouve qu'on peut faire un copier-coller avec aujourd'hui. Et ça donne vachement à réfléchir sur la situation économique, sociale de ce qu'on vit aujourd'hui. Si je vais penser aux gilets jaunes et ainsi de suite, et les revendications de personnes, c'est incroyable de voir comment ces gens-là, qui pour la plupart, par exemple Ravachol, c'était quelqu'un qui était dans la campagne, qui savait ni lire ni écrire, et en fait c'est parce qu'il a rencontré un jour un syndicaliste qui s'est dit tiens, il y a des choses à revendiquer, on a des droits, et donc je vais me mettre à lire et écrire et je vais commencer à défendre mes droits. Bon, eux ils l'ont fait par le terrorisme, ils faisaient partie des gens qui ont tué des gens. Il n'y a pas eu que ça dans le mouvement anarchiste, hein. Il y a eu tout un pan de l'anarchie qui était pas violente. Mais on comprend aussi pourquoi ils en arrivent là. Ça ne justifie pas, mais en tout cas ça explique et on comprend pourquoi ils peuvent en arriver là. Donc voilà, et donc il y a celui-ci, et il a écrit deux gros tomes sur toute l'histoire de l'anarchisme depuis le Moyen-Âge. Et donc il revient vraiment aux bases, et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que le premier type à avoir émis des anarchies, c'était un abbé, je crois. Je ne sais plus son nom. Donc c'est assez marrant de voir que eux qui étaient anti-religion en général, le premier qui avait émis une idée, c'était un cubéni. Donc voilà, donc super ça. Vraiment super pour voir le parallèle avec aujourd'hui. Je trouve que c'est marquant. Bon, il est un peu abîmé parce qu'il me servait à écraser mes moustiques. Texas Trip, Joe Lansdale. Joe Lansdale, c'est un auteur américain, texan. À ma connaissance, je pense que c'est le premier bouquin qui avait été traduit en français. À ma connaissance, je dis peut-être une connerie. C'est de beaucoup de nouvelles, parmi ces premières qui avaient été publiées dans les journaux aux États-Unis, parce que là-bas, ils ont encore la chance d'avoir des revues et des journaux avec des gens qui écrivent des nouvelles. Il y a aussi tout un côté complètement barré. Un côté, je vais dire, entre la fantasy, la SF, le fantastique, enfin des trucs vraiment, vraiment délirants. À côté de ça, il a des nouvelles... je trouve que c'est un peu un recueil qui présente un peu tout ce qu'il va écrire après en roman. Parce qu'il est passé par... encore une fois, des romans complètement fantastiques et bizarres. Il a fait du roman thriller noir, ce qu'il fait aujourd'hui, je crois, c'est chez Gallimard. Et en fait, il y a énormément de nouvelles dedans. Là, j'essaie de retrouver les titres parce que je ne les connais pas par cœur. Évidemment, c'est pas à la fin. Si. Bon, je ne sais plus les titres. Ah, voilà, oui. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais bon, il y a au moins 3 nouvelles qui ont donné lieu à des romans, parfois 10 ans plus tard, quoi. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi. Parce que quand j'avais découvert ce bouquin-là, moi, je l'ai dévoré, je l'adore vraiment. Parce qu'en plus, il y a des titres, rien que pour le titre, il faut le lire, quoi. C'est « Gare aux bonnes sœurs en petite culotte en fin fond du désert ». Rien que ça donne envie. et donc là, c'est un panel de nouvelles. Dans les romans qu'il a écrits, il y a notamment Drive-In. Drive-In, donc c'est des gamins qui vont dans un drive-in voir un film. Il y a une comète qui tombe, ils se retrouvent enfermés dans le drive-in. Ils se retrouvent à ne pas pouvoir sortir. Il y a une sorte de magma autour qui risque de les tuer s'ils veulent y aller. Et donc du coup, ils doivent s'auto-gérer, mais il n'y a plus que du coca, des pop-corn et des saloperies à manger. Et il y a une sorte de dieu du popcorn qui va se mettre à vivre dans ce lieu-là et qui vomit des popcorn, les gens se prosternent. Enfin, il y a toute une réflexion sur la société de consommation et tout ça qui est vraiment chouette. Il a fait aussi Les Enfants du rasoir, où là c'est pas du tout marrant. Il parle de la ségrégation raciale au Texas avec des mecs qui tuent des blacks et qui les traînent derrière leur bagnole.
Moi, je trouve que c'est aussi un auteur incroyable. Et dans les derniers qu'il a écrits, il y a une trilogie, je crois que c'est une trilogie, peut-être qu'il y en a plus. Il y a L'Arbre à bouteilles et les deux autres, j'ai oublié le nom. Et c'est avec deux personnages récurrents et ça se passe au Texas. Et là, c'est l'amitié entre un black qui travaille souvent dans des petits boulots pour ramasser du coton, qui est homosexuel et qui adore la baston, et son copain qui est un grand blanc un peu typé texan. Et donc c'est l'amitié de ces deux gars-là qui se retrouvent toujours confrontés au racisme et ainsi de suite, et qui se retrouvent dans des aventures assez rocambolesques. Je sais que ça a été adapté en série. Je ne sais pas du tout ce que la série vaut parce que j'ai jamais vu. Mais c'est et j'ai oublié le nom. App et Léonard, je crois. Les deux personnages. Enfin, la série, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et c'est les deux personnages récurrents de ces romans. C'est vachement bien. Je trouve que c'est. Et là, pour le coup, c'est peut-être plus pour les dialogues que j'aime bien. Les scénars sont bien, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs déjà assez vus. Mais par contre, dans les dialogues, dans la réflexion entre les personnages, d'avoir ce personnage homosexuel black dans un univers texan qui se laisse pas faire et qui casse la gueule aux gens quand on vient trop l'emmerder. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc vraiment marrant et vraiment bien. Et souvent, entre deux, ils en jouent vachement de cet aspect dans les dialogues, et je trouve que les réflexions sont vraiment chouettes, quoi. Donc voilà, Lansdale. Et je pense que maintenant c'est chez Gallimard, mais il en sort aussi une flopée, lui. Il en sort énormément depuis quelques années. Alors voilà, hop. Après, il y a Norman Spinrad. Alors, je vois que Sophie est contente parce qu'elle pense que je vais parler de SF, mais je vais pas parler de SF. Parce que je crois que j'ai pris son seul bouquin de pas SF. Là, c'est 3 nouvelles sur des vampires. Mais en fait, il se sert du spectre du vampire pour parler de l'addiction. Donc, il y en a il y a une nouvelle une que j'aimerais un jour adapter aussi. Et où là, en fait, c'est un New York contemporain avec un vampire qui va dans un motel, il suce le sang d'une fille qui est là, et il se dit qu'il a jamais eu un sang comme ça, et évidemment, c'est une toxicomane. Et donc, du coup, il devient toxico aussi. Et donc, dès qu'il a pris goût à ce sang-là, dès qu'il prend le sang de quelqu'un d'autre, pourtant ça fait des centaines d'années qu'il est vampire, il se met à vomir, il se met à être malade. Et donc il se met à rechercher cette fille en se disant elle a un sang incroyable, quoi. Et en fait il se rend pas compte. En fait c'est une addiction. C'est deux personnages addicts. Lui il est addict au sang, elle est addict à la drogue. Et en fait à eux deux ils vont se mettre à nettoyer la ville de tous les toxicos. Et c'est à New York, à l'époque où il y avait encore énormément de toxicos à New York. Et malgré tous les cadavres qu'on retrouve, en fait ça devient un peu des légendes dans la ville. Tout le monde dit ouais, génial, putain, vive les vampires, machin. Enfin, il y a une sorte de merchandising qui commence à se créer parce qu'il nettoie toute la ville et ainsi de suite. Et bon, et ça finit mal, quoi. Mais je trouve qu'il y a aussi une super réflexion. Enfin, dans cette nouvelle, je trouve qu'il y a une super réflexion sur le côté addict, sur le côté même si on tue des gens, tant pis, c'est des parasites, on va leur faire des t-shirts. Et plus globalement sur l'addiction. Et il y a une autre nouvelle aussi où là c'est la boulimie. C'est lui, je sais plus si c'est lui ou sa copine, mais il y en a un des deux qui est boulimique et l'autre est anorexique. Enfin, il y a un truc comme ça. Et ça ne parle que d'addiction tout le long du truc, avec des spectres complètement différents. Et c'est vraiment, vraiment bien. Mais effectivement, Spinrad, il est plus connu pour la SF. Et ce qu'il a écrit en SF, c'est génial aussi, quoi. Mais oui, je me souviens d'une nouvelle où c'est un peu, c'est presque, c'est souvent une thématique qu'il aime bien, les exclus et ainsi de suite, essayer de défendre tout ce pan de la société. Il y a une nouvelle où la Terre décide d'envoyer les gens, je ne sais plus sur quelle planète, mais il faut prendre un médicament pour supporter le temps de transport et ainsi de suite. Et donc, la première fois, ils essaient avec des scientifiques, ils essaient avec des femmes, Non, pas avec des scientifiques. Ils essaient avec des femmes, ils essaient avec des noirs, enfin, toutes les minorités, en fait, ils essayent de les pousser là-dedans. Et au bout d'un moment, ils se disent, merde, comment on va faire et tout. Ils disent, bon, on va envoyer des taulards, on va envoyer, enfin voilà, tous les gens, on se dit, s'ils meurent en route, c'est pas grave, quoi. Et en fait, il leur donne une sorte de drogue pour supporter le voyage. Et en fait, ils commencent à avoir des hallucinations, et les hallucinations prennent vie. Enfin voilà, il y a tout un truc complètement délirant.
Je me souviens d'une nouvelle aussi de lui où il y a un mec qui... c'est dans les années 70, hein, donc c'est souvent... Enfin, il y a quand même souvent de la drogue aussi. Hein. C'est un type qui va combattre son cancer, donc il prend des drogues hallucinogènes à très forte dose. Et assis sur son fauteuil, il rentre dans son corps, il va combattre le crabe qui est en lui. Quoi. Il est sur une moto, il bat un crabe et tout. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est vraiment génial. Ouais, enfin, tout est bien de toute façon. Enfin, moi, tout ce que j'ai lu de lui en SF, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Parce qu'on parle souvent de Kadik, que j'aime bien, mais je trouve que Spinrad, il y a des côtés, moi, qui me plaisent plus dans Spinrad que Kadik, quoi. Bon, après, c'est vraiment personnel. Hein. Là, j'ai pris un bouquin, c'est une compilation, là, c'est une compilation de... C'est plus pour le thème aussi. Même si j'avais découvert une nouvelle que je ne connaissais pas de Conan Doyle, qui a écrit sur les pirates. Parce que c'est un univers qui me plaît, ça me plaît de me renseigner sur l'anarchisme, donc ça me plaît de me renseigner sur les pirates, qui sont un peu les cousins, on va dire, les ancêtres. Et donc voilà, là c'est vraiment des nouvelles disparates, écrits par plein. Enfin, il y a Stevenson, il y a Corbière, il y a Macfarlane, ouais, voilà. Et généralement, je trouve que c'est des récits assez intéressants parce que on n'est pas du tout dans la piraterie hollywoodienne. On est vraiment plus dans des récits assez documentés sur l'aspect historique. Donc ça nous montre pas du tout la piraterie comme on peut nous la montrer. Enfin, je veux dire, si je vais faire le parallèle, c'est comme si on parlait des cow-boys, mais c'est pas les cow-boys d'Hollywood. C'est des gens qui ont des codes complètement différents, qui ont un fonctionnement différent. C'était, enfin, je sais pas, c'était des gens où l'égalité homme-femme existait. C'était des gens qui avaient inventé la mutuelle. Quand ils allaient au combat, quelqu'un perdait un bras, un œil ou n'importe quoi, il était indemnisé par les autres. Enfin, voilà, il y avait une solidarité et un code bien plus fort que ce qu'on nous fait croire. En même temps, on nous a quand même vendu que les pirates c'était les salauds, parce que bon, ils emmerdaient le gouvernement. Donc voilà, je trouve que, enfin, de manière générale, je trouve que les récits de piraterie, je parle pas nécessairement de celui-ci, même s'il est très bien, mais en général, je trouve qu'il y a plein de récits vraiment super intéressants, parce que c'est un aspect qui m'intéresse, notamment, là pour le coup dans la BD aussi, le contexte historique, et de situer une histoire de fiction que l'histoire de fiction naisse de faits réels. D'un contexte historique, je trouve que c'est assez intéressant parce que de mon côté, quand mon scénariste me propose un truc comme ça me permet de découvrir tout un pan de l'histoire que je connais pas. Ça me permet d'aller justement aller fouiller enfin pour le coup là, ça me donne à lire. Ça me donne à lire plein de choses, ça me donne à découvrir des choses, à comprendre des trucs. Donc c'est vraiment l'aspect qui me plaît beaucoup. Et alors je vais finir, pour ce qui est des romans, je vais finir avec mon livre de chevet. Mon livre de chevet. Henri Laborie, L'éloge de la fuite. Je trouve que ce bouquin-là, il devrait être dans toutes les maisons du monde. Mais vraiment. Je pense qu'il devrait être au programme scolaire de toutes les écoles. Et pas nécessairement parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il raconte et tout, mais c'est surtout de la manière dont il explique les choses. C'est un neurobiologiste à la base qui a découvert pas mal de trucs qui ont révolutionné la science, notamment dans les années 50. Et il a écrit plusieurs essais. Donc, comme essai philosophique, il va aussi bien parler de la mort, l'amour, enfin tous les gros thèmes, je veux dire, existentiels que l'homme traverse, questionnement en tout cas. Et ce que j'aime dans sa manière de voir les choses, c'est justement, il part de son métier de biologiste. Donc il va faire un parallèle, par exemple, entre le fonctionnement de la société et le fonctionnement de la cellule de l'homme. Et il trouve c'est exactement la même chose. Et il le prouve. C'est pas juste qu'il a envie de nous le dire, c'est qu'il nous le prouve. Il a pas mal œuvré dans les années 70. Il s'est fait souvent attaquer dans les années 70. Si vous allez sur YouTube ou quoi, vous allez trouver des interviews de lui où les interviews sont quand même assez hallucinantes parce qu'en général, il y a 5 ou 6 types contre lui et tout le monde l'attaque, quoi. Parce que ce qu'il raconte, c'est encore une fois, il veut une société égalitaire. C'est quelqu'un qui, enfin voilà. Et c'était pas trop à la mode déjà à l'époque. Et par exemple, il y a une chose qu'il explique que je trouve vraiment brillante. Il estime que l'homme aura évolué le jour où il prendra conscience que, à partir du moment où un être humain discute avec un autre être humain,
il y a toujours une situation de dominant et de dominé. Et pour lui, l'évolution réelle de l'homme, c'est le jour où il en prendra conscience et qu'il pourra annihiler ça. Et je trouve que c'est... Voilà, rien que ça, tu fais, bon, ok. S'il avait écrit que ça, déjà, je serais content. Mais il y a tout le reste, quoi. Et voilà, il explique sa vision de l'amour, mais l'amour en tant que concept, en tant que réaction chimique chez l'être humain. Enfin voilà, il le fait avec. Il ne se contente pas de faire une description de la chimie qu'on peut traverser quand quelqu'un nous attire ou quelque chose comme ça. Non, il en tire une conclusion, à mon sens, qui est assez philosophique à chaque fois. Et je trouve vraiment ce bouquin brillant. Je crois que c'est le bouquin que j'ai quand même offert le plus, que je lis le plus, à chaque fois que je relis, je comprends un nouveau truc. Je trouve vraiment que c'est un bouquin incroyable. Je pense qu'il devrait être dans tous les WC du monde. Tous les WC, ce serait mieux. Donc voilà. Vous n'avez pas de questions, rien? Parce que là, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'aller super vite tout en étant long, je sais pas. Bon, ben maintenant, je vais passer au pan de la BD. Enfin, au pan des gens qui dessinent, parce qu'il n'y a pas que de la BD. Les auteurs qui m'ont influencé en BD. En fait, plus jeune, quand j'ai commencé à vouloir faire de la BD, enfin, je ne savais pas trop encore si je voulais en faire mon métier. J'avais été en cours du soir, à Jemap. Il connaît aussi, il y a été aussi. Je ne suis pas le seul. Avec Philippe Forster et Gérard Goffo, comme prof. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, naïvement, je me suis dit, tiens, la BD, ouais, ça me plaît, j'aime bien, mais je ne savais même pas qu'une librairie spécialisée de BD pouvait exister, quoi. Et donc, je suis arrivé avec ma culture classique, qui était de l'ordre de Tintin, Astérix, Rahan, des trucs qui traînaient chez moi avec mes grands frères qui avaient ça à la maison. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis automatiquement, tiens, mais tu connais ça, tu connais ça, tu connais ça. Et on m'a mis dans les mains Will Eisner. Will Eisner, c'est un auteur américain qui a travaillé longtemps sur le Spirit, qui avait un studio, qui a travaillé avec pas mal d'autres auteurs. Déjà là, c'était intéressant parce que à l'époque, la production de comics c'était quand même exclusivement limitée aux super-héros. Et donc lui, il voulait un peu élargir un peu le truc, et donc il s'est dit comment je vais faire pour raconter mes trucs à travers un super-héros. Donc il a juste pris un type, le Spirit, il lui a mis un masque, et il a dit qu'il était mort et qu'il pouvait plus mourir, et c'est tout. Et en fait, il a commencé à raconter des histoires, et en fait, ce que je trouve vraiment génial à l'époque, comment il a réussi à contourner le truc, c'est qu'il y a des histoires, c'est marqué le Spirit, et en fait, on le voit dans une case passer à l'arrière-plan et il raconte un truc complètement différent, quoi. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment super intelligent de sa part d'avoir réussi à faire ça. Ensuite, ça a vraiment été un gros pan qui a énormément fonctionné pour lui à l'époque. Et ensuite, il a commencé à faire des œuvres beaucoup plus personnelles. Il a été un peu dans les fondateurs, on va dire. Je déteste ce terme, mais dans les fondateurs du roman graphique. C'est un terme que je n'aime pas, mais comme ça tout le monde voit de quoi on parle. Et aussi il a raconté beaucoup d'histoires qui étaient autobiographiques ou biographiques de gens qu'il croisait ou dont il se souvenait dans son enfance, dans les quartiers dans lesquels il a habité sur New York. Donc il a vraiment, vraiment, pour moi, bouleversé pas mal de choses dans la BD américaine. Et puis après, voilà, c'est un dessinateur incroyable qui a un noir et blanc incroyable, qui a eu aussi une production de dingue. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien, quoi. Bon, alors là, c'est pareil, je sais qu'il y a eu un film, Le Spirit, qui a été fait. Faut pas aller le voir. Parce qu'il a été fait par Frank Miller, j'ai l'impression qu'il s'est vengé parce que Will Eisner n'aimait pas trop ce qu'il faisait. Ensuite, il y a eu... ça, c'est vraiment un auteur, moi, qui m'a hyper influencé, qui m'a subjugué le jour où on me l'a mis entre les mains. C'est Munoz. Et je vais dire même Munoz et Sampaio, parce que Munoz étant le dessinateur et Sampaio le scénariste. Sampaio, c'est aussi un poète, c'est quelqu'un qui rédige une histoire de la poésie, je ne sais plus depuis quel siècle. Enfin, il fait un travail incroyable. Munoz a déjà travaillé avec d'autres scénaristes. Je trouve qu'il est beaucoup moins inspiré dans son boulot quand il travaille avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment, vraiment des amis de très longue date, et je pense que c'est parmi les couples en bande dessinée qui sont indissociables. On dit rarement Munoz tout seul ou Sampaio tout seul. On dit toujours Munoz et Sampaio comme si c'était un seul nom, en fait.
Et ils n'ont pas fait que Alex Sinner, il y a eu d'autres albums plus courts. Mais avec Alex Sinner, ils ont vraiment créé, à mon sens, quelque chose d'incroyable. Ils ont pris un personnage et donc là, c'est la moitié de l'intégrale. Il y a le double. À l'époque, en France, ça a été publié longtemps chez À Suivre, chez Casterman. Ils ont commencé, même graphiquement, c'est incroyable. C'est vraiment la carrière d'un dessinateur. Il commence avec un graphisme qui est parfois qui est beaucoup plus classique. Et il arrive à la fin à un expressionnisme incroyable. Donc il décompose vraiment tout en gardant ses personnages, on continue à les reconnaître et ainsi de suite. Au départ, ça part sur des enquêtes policières. Lui, c'est un flic qui voit que les autres flics sont corrompus, il devient détective. Tout ça est assez classique et en fait, plus ça avance, plus c'est c'est inondé de sentiments humains. Il va parler des gens qu'il a rencontrés, des femmes qu'il a rencontrées, de l'enfant qu'il a eu avec telle femme. Lui, ses problèmes de santé, le fait qu'il vieillisse, le fait qu'à un moment de sa vie, il a trop bu. Enfin voilà, et tout ça a des répercussions dans sa vie, dans ses actions. C'est vraiment l'histoire d'une vie, quoi. On a l'impression à l'époque, moi je les suivais en album, mais quand on lit l'intégrale, on a vraiment l'impression de suivre la biographie d'un homme. De A à Z, quoi. C'est hyper brillant. Puis c'est un dessinateur incroyable, c'est quelqu'un qui a eu aussi le Grand Prix d'Angoulême à une époque. J'invite tout le monde. Alors je sais que parfois son graphisme de prime abord, quand on va dire on n'a pas trop la culture BD un peu alternative ou quoi, on a un peu du mal, elle peut rebuter, mais c'est vraiment, si on plonge dedans, c'est vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu, quoi, de la BD, quoi. Alors il y a Jean-Claude Forest aussi. Oui, pareil, pour moi c'est aussi un grand bonhomme qu'on a complètement oublié dans la BD actuelle. Je sais pas pourquoi, c'est aussi un dessinateur qui était vachement recensé dans les années 70, qui a bossé avec Tardy, qui a fait notamment l'album Ici Même, qui est super bien avec Tardy. On le connaît surtout pour Barbarella, c'est lui qui a créé Barbarella. Mais il a fait plein d'autres trucs qui sont vraiment, vraiment géniaux. Je pense que c'est un auteur complet, c'est un super scénariste, un super dialoguiste, un super dessinateur, mais vraiment, vraiment. Il a influencé de manière incroyable un nombre d'auteurs incroyables. Quand on est entre auteurs et qu'on discute de Forest, tout le monde dit c'est un génie, tout le monde dit ça. Et je vois qu'on parle plus jamais de lui, nulle part. Et je sais pas d'où ça vient, parce que je trouve que c'est complètement injuste. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a fait bouger les lignes de la BD dans les années 70, qui a vraiment apporté quelque chose. Je pense qu'il n'y aurait pas Blutch et ainsi de suite s'il n'y avait pas eu Forest. C'est vraiment un auteur à découvrir. Ce bouquin-là, pour le coup, celui-là, c'est un truc qui retrace toute sa carrière. C'est vraiment une rétrospective de tout ce qu'il a fait. C'est vraiment, vraiment, ça vaut vraiment le coup de découvrir. Si vous ne connaissez pas son travail, allez-y, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est un dessinateur, il y a de l'élégance, il y a de la vie, il y a des designs, des recherches de design incroyables qu'on n'a jamais vu ailleurs. C'est vraiment, vraiment un génie. Là, c'est du classique, hein. C'est du classique, mais bon, voilà, c'est Hugo Pratt. Bon, Hugo Pratt, je sais même pas si je dois le présenter. J'ai l'air con à présenter Hugo Pratt. Oui, j'aime parce que pareil, là, ça rejoint vraiment ce que je disais tout à l'heure, le contexte historique, la recherche historique, tout l'humanisme qui se dégage de ces histoires, le personnage Hugo Pratt déjà. Avant même de parler de son personnage Corto Maltese, Hugo Pratt c'était aussi un personnage, quoi. Un personnage incroyable qui a eu 10 000 vies. Quand on voit tout ce qu'il a produit en BD, il dessinait le matin, l'après-midi il allait faire la fête. Enfin, on sait même pas comment il a fait, quoi. Donc oui, voilà. Hugo Pratt, c'est sûr que voilà, il fait partie aussi des gens quand j'ai découvert. Tous les auteurs dont je parle là, ça m'a donné envie de me mettre à ma table, ça m'a donné envie de faire ce métier, ça m'a donné envie de... Je me suis dit, ben voilà, je veux faire des livres comme eux, on va dire, mais sans aucune prétention. On va se contenter de la reliure et du papier. Là, c'est Ralph Steadman, c'est un illustrateur qui fait des trucs super marrants, des trucs complètement barrés. Que vous connaissez peut-être. En fait, c'est si vous avez vu Las Vegas Parano de Terry Gilliam, le personnage que joue Johnny Depp, qui est Gonzo,
Gonzo, c'était un journaliste américain. Et lui, en fait, Ralph Steadman, c'est avec lui qu'il allait faire ses conneries à Miami et tout ça, à part que Ralph Steadman ne prenait pas de drogue. Il se contentait de dessiner son copain qui était complètement défoncé partout. Et donc il y a un album notamment qui est sorti après le film qui s'appelle Gonzo, qui a été illustré par Ralph Steadman. Et enfin c'est aussi un type qui a pour moi un talent incroyable. C'est vraiment hallucinant. Il y a eu un film qui a été fait... j'ai oublié le titre. Ça a été produit par Johnny Depp suite à la rencontre qu'il a fait avec Ralph Steadman lors du tournage Las Vegas Parano. Ils sont devenus ils sont devenus amis quoi. Ils ont sympathisé et après ça il a fait un reportage complet sur la vie sur une rencontre avec Steadman. J'ai oublié le nom, mais on peut le retrouver. Le film est vraiment super aussi parce qu'on voit comment il travaille. C'est vraiment vraiment impressionnant. Il a illustré Alice au Pays des Merveilles, il a illustré La Chasse au Trésor, L'Île au Trésor, pardon. Enfin voilà, il a une carrière incroyable. Je trouve que c'est vraiment parmi les plus grands illustrateurs. Il commence à être âgé maintenant, mais c'est vraiment... c'est un Anglais, lui, je crois. C'est un Anglais, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. C'est vraiment, vraiment... Je pense qu'il a une telle spécificité dans son dessin qu'il n'a jamais fait école parce que le moindre type qui pourrait s'inspirer de lui, ça se verrait tout de suite. Tellement sa personnalité est singulière dans son travail. Voilà, il y a énormément d'humour aussi dans ce qu'il fait. Il a fait un livre comme ça illustré sur Dieu. Et sa vision de Dieu est vraiment géniale. Il y a encore une fois beaucoup d'humour noir et de dérision, d'autodérision, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, je vais vous montrer juste des dessins, mais voilà, des choses comme ça, c'est bien quoi. Un Pékinois qui a été rasé. Mais bon, là c'est du noir et blanc, hein, mais habituellement il fait des trucs en couleur complètement très très colorés. Là c'est vraiment plus comme des croquis quoi, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment super, quoi. Alors après, hop, Heinrich Kley. Heinrich Kley, vous le connaissez aussi parce que c'est lui qui a principalement créé les personnages de Fantasia de Walt Disney, les recherches des personnages au tout départ du film. Pendant longtemps, moi, j'avais du mal à prendre une feuille et dessiner. J'avais besoin de raconter des histoires uniquement. Je ne pouvais pas dessiner en dehors de mes planches. Ça me frustrait pas mal, quoi. J'avais vraiment du mal. Dès que je prenais une feuille et que je dessinais, je n'y voyais strictement aucun sens. Je me disais, mais non, je vais faire une histoire, quoi. Et lui, quand j'ai découvert son boulot, lui, il m'a donné envie de prendre des feuilles et de dessiner pour le dessin, quoi. Je trouve que c'est vraiment un dessinateur incroyable. C'est hyper vivant, il y a un véritable univers, c'est toujours entre le croquis, on ne sait pas s'il est dans le croquis, la gravure, enfin c'est vraiment, 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 il a une aisance de dessin qui est déconcertante. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi, vraiment, il m'a vraiment fait comprendre l'amour que je pouvais, le sens en tout cas, que je pouvais avoir à me mettre sur une feuille et dessiner pour dessiner. Et pas pour nécessairement me creuser la tête à trouver une histoire et ne pas me bloquer non plus à me dire tiens je dessine, mais pourquoi je dessine là? J'ai pas d'histoire. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a changé pas mal ma vision des choses. Norman Saunders, qui est un illustrateur américain. Alors lui c'est assez marrant parce que là c'est quelqu'un qui m'a super influencé pour mon travail d'illustrateur, où j'ai un graphisme assez différent de ce que je fais en BD en général. Parce que quand j'ai montré mes boulots à... j'ai oublié son nom. Jerry Friesen, qui est un scénariste de BD. Et il m'a dit « Ah putain, t'es élu et tout, tu connais Norman Saunders ?» Je dis « Bah écoute, le nom me dit un truc. » Et effectivement, quand j'ai découvert son boulot, en fait, j'ai vu qu'on était cousins, sans aucune prétention. Je me mets pas à côté de lui, hein, mais en tout cas l'univers, et j'ai vu des trucs qui étaient super proches de ce que j'avais fait. Donc c'est vraiment drôle de découvrir ça. Et surtout qu'il fait des... Enfin, lui, il l'a fait il y a 30 ans. Je revendique mon côté ringard. mais oui, ça a été une super découverte. C'est aussi quelqu'un qu'on connaît sans connaître, parce que c'est quelqu'un qui a designé les personnages de Mars Attack.
Voilà, le Mars Attack de Tim Burton et tous les petits martiens que vous voyez, c'est lui qui les a designés. C'est lui qui a dessiné tous les autocollants de l'époque. À l'époque, il y avait des autocollants qui se collectionnaient aux États-Unis. Avec ces personnages-là, il en a fait plein. Il a fait des monstres avec des voitures. Il a une carrière aussi incroyable, avec des trucs vraiment hyper différents. Je vais prendre un exemple. Voilà, il peut faire des trucs débiles comme ça. Voilà. Mais à côté de ça, hop, il va vous faire ça. Hop. En fait, il sait un peu tout faire, quoi. C'est ou des trucs super réalistes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a illustré énormément de couvertures de pocket, de romans d'aventure et ainsi de suite. Tout le côté pulp, en fait, qu'on a redécouvert ici un peu plus tard. Ça, c'était tous les autocollants qui étaient en vente régulière, qu'on achetait en pochette, un peu comme les footballeurs là, ici. Mais aux États-Unis, ils ont vraiment cette culture-là. Encore aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Il y a des gens qui collectionnent énormément tout ce qui est autocollant. Enfin voilà, je trouve que c'est un illustrateur aussi un peu, à mon sens, trop méconnu, qui a une carrière incroyable, qui en plus a souvent travaillé à l'huile. Donc je sais même pas non plus, pareil, quoi, combien de vie il a eu pour faire tout ça. C'est les mecs ont une production, je sais pas quand ils dorment, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un moi qui m'a du coup beaucoup marqué a posteriori, mais j'ai vu qu'on avait certains pans de son boulot étaient proches de mon univers, donc c'était vraiment marrant de découvrir ça après, quoi, et de se dire mais merde, ça a été fait il y a 30 ans, tiens, c'est marrant. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour comme ça un panel de choses. Je sais pas si j'étais au bon rythme, si j'ai pas été trop vite, si j'ai pas été trop lent. Je sais pas si j'étais dans le tempo. Donc voilà. C'est marrant parce que tu gravites énormément autour de la science-fiction sans aller dedans. Oui. C'est une rencontre qui ne s'est pas encore faite. Non, mais si, elle s'est un peu faite. Elle s'est un peu faite parce que j'ai lu un peu de Kadik, j'ai lu du Spinrad, principalement je confonds toujours son nom. Asimov, voilà. Asimov, c'est des gens que j'ai lus. Mais après, je pense que c'est quand même aussi parce que mon univers graphique, encore une fois, je lis principalement en cherchant des choses pour l'inclure dans mon travail de dessinateur. Et la science-fiction en tant que dessinateur n'est pas quelque chose qui m'intéresse, en tout cas à l'heure actuelle, pour l'instant. Ça n'a jamais été un univers qui m'a vraiment passionné graphiquement, quoi. Donc peut-être qu'un jour quelqu'un me dira tiens, j'ai une histoire, et je me dirais elle est tellement bien que je vais travailler là-dessus. Mais a priori, c'est vrai que la SF, quand je regarde, peut-être ouais, en littérature, je crois que j'ai lu plus de livres SF que je n'ai vu de films SF, par exemple. L'aspect visuel de la SF n'est pas vraiment un truc qui m'attire complètement, quoi. Et après, je pense qu'il y a eu la SF, un peu comme beaucoup de films. Moi, je suis un peu plus un enfant des années 70. J'aimais bien que ce soit dans le fantastique ou dans la SF, les trucs qui se passaient à ce moment-là, parce que je trouve qu'il y avait c'était pas juste c'était pas juste du spectacle. Enfin, quand je pense à Soleil Vert, je pense à je suis une légende qui avait été adaptée à l'époque. Enfin, il y avait à chaque fois un discours et une prise de position par rapport à la société, par rapport à la condition humaine et ainsi de suite. Il y avait quand même beaucoup plus à mon sens, de fond que de beaucoup de productions à l'heure actuelle, où pourtant c'est assez antinomique parce qu'aujourd'hui ils ont une technologie qui leur permettrait de faire des univers incroyables, et souvent ils le font, mais ils se contentent de ça souvent, à mon sens. Je trouve que le scénario en général est c'est un peu creux, ou c'est un peu hyper classique, quoi. On prend 3 phrases de la mythologie, ils en font un film, quoi. C'est un peu un peu léger, quoi. Pardon, qui
Ah oui, 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 moi le cinéma ça a été fondateur aussi, oui. Euh, j'ai passé dans le temps quand il n'y avait pas l'accès au film non plus comme ça, quand j'habitais en colocation avec un copain Jurg, qui est collègue aussi en BD. C'était notre premier truc, dès qu'on a eu un peu de sous, on a acheté des magnétoscopes et on copiait des films comme des vrais saligots, hein. On devait avoir 400 ou 500 cassettes. Des fois, je me faisais des journées complètes, une nuit blanche, je me mettais 10 films sur la journée, quoi. Ou alors passer des heures aussi à faire des arrêts sur image, comprendre le découpage, enfin le storyboard du film, et ainsi de suite. Ça, je l'ai fait. C'est une vraie. Ouais, c'est toujours pareil. Enfin voilà, j'ai du mal. Avant, c'était pas le cas évidemment, mais plus j'ai avancé dans mon métier, plus ça passe toujours par ce spectre-là. Je vais toujours me dire, je vais voir ça parce que j'ai envie d'en retirer quelque chose quand je vais me mettre sur mes planches, quand je vais écrire un scénar ou des choses comme ça. Donc automatiquement, tout ce qu'il y a autour, je pense que la BD, je vais prêcher pour ma paroisse, mais bon, tant pis. On a la chance d'être arrivé après tout le monde. On est arrivé après le cinéma, on est arrivé après la peinture, après la sculpture, on est arrivé après tout le monde. On est parmi les derniers à être arrivés. Donc on peut regarder tout ce qui a existé. On n'a pas le même complexe. Moi, je connais peu de peintres qui vont regarder dans la BD. Je connais plein de dessinateurs de BD qui vont regarder la peinture. Je connais peu de sculpteurs qui vont regarder de la BD. Je connais plein de dessinateurs de BD qui vont regarder la sculpture. Donc voilà. Nous, on pioche partout. Je pense pas que la BD se nourrisse de la BD. Je pense que la plupart des auteurs de BD que je connais, au bout de quelques années de métier, ils lisent très peu de BD en fait. Ils vont regarder des films, ils vont regarder une expo, enfin voilà, ils vont regarder tout ce qu'il y a autour. Ils vont plus s'intéresser au théâtre ou à la littérature qu'à la BD. Je pense que en plus aujourd'hui la bande dessinée a quand même vachement évolué. Enfin, quand je dis évolué, c'est vraiment graphiquement, il y a un panel tellement large, il y a des choses qui sont presque issues de la peinture, il y a voilà, c'est tellement large, on n'est plus seulement dans la planche ancrée avec des cases qui succèdent, il y a plein de formes complètement différentes qui peuvent s'apparenter aux livres, parfois aux livres d'artistes, aux livres d'art, enfin voilà. Il y a une porosité, je trouve, dans la BD qui est moi, personnellement, je la trouve super agréable parce que ça nous amène justement à aller chercher et à aller découvrir un peu tout ce qui existe autour. Donc oui, et le cinéma, évidemment, il en fait super partie, oui.